Monsieur le professeur, Sylvain Perronnet, salut. Salut Laurent, ça va? Très bien, et toi? Ça va, Alors, on est là pour fêter l'anniversaire du podcast, 2 ans déjà. tout à fait. T'étais le tout premier, et c'est vrai que depuis la mayonnaise a bien pris. Et bon, je vais pas m'étaler longtemps sur les résultats. J'ai même pas checké en fait les stats, mais vous êtes très nombreux à le regarder. Je suis par contre arrêté d'uploader sur YouTube, Dailymotion, tout ça, parce que ça plaît pas aux youtubeurs apparemment. Donc je vais continuer avec Vimeo en marque blanche. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de screencast. Je m'éclate tellement avec les interviews, à parler à mes amis et confrères. Et puis, par contre, c'est vrai qu'on a battu des records de longueur. Je sais plus combien de temps avait duré le premier. Ah, c'était au moins 40 minutes, je pense, hein. Ouais, mais là, c'est avec Kevin, je crois qu'on a fait 1 heure et demie. Ouais. Donc, bon, on va voir combien de temps on va durer aujourd'hui. Ok, On à a- 1h30, je pense pas, mais on va essayer quand même. Ben ouais, ouais, en plus, toi, tu dois sortir maman ce soir. C'est ça. Ben écoute, on va démarrer avec peut-être. Il s'en est passé des choses dans la vie de Sylvain Perronnet, là. Il s'en est passé, depuis. T'as changé de job presque. En tout cas, t'es monté Oui, en oui, en grade tout cas, ouais. Et puis de place, ouais. et Ouais. de place. Alors, Ouais. raconte-nous ça. Il y a 2 ans, au premier podcast, j'étais encore maître de conférence à la fac d'Orsay, donc sur Paris. Et puis je suis parti à Caen, à la fac de Caen, donc je suis devenu prof des universités. Et depuis, j'ai eu un upgrade puisque dans le courant de l'année, je suis devenu responsable d'une équipe de recherche, donc l'équipe qui fait de l'algorithmique dans la fac de Caen, où on fait de l'algorithmique probabiliste, des gens qui font ce qu'on appelle les automates cellulaires, etc., etc. Enfin, des choses de l'informatique dite mathématique. Les automates Ouais. cellulaires. Des automates cellulaires, oui, tout à fait. Et pour m'éviter de googler le truc, tu peux nous expliquer. Moi, je suis pas du tout un spécialiste. Alors, je vais peut-être dire des choses qui sont pas tout à fait vraies, mais les automates cellulaires, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le jeu de la vie et ce genre de choses. Donc, D'accord. c'est des agents indépendants qui dialoguent entre eux et qui ont une puissance de calcul supérieure à ce qu'a un ordinateur standard, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu le modèle qu'on trouve dans la physique. Ça a été beaucoup poussé par quelqu'un qui s'appelle Stephen Wolfram, qui est le créateur d'un des softs très connus de calcul mathématique. Quelque chose à voir avec le alpha. Tout Wolfram à fait, Alpha. c'est lui, oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, c'est le même. Oui, effectivement, oui. C'est aussi plus connu que les référenceurs pour ça, oui. Effectivement. Voilà. Alors, effectivement, c'est un très très grand physicien, en fait. Voilà, et donc nous, enfin moi au sein de cette équipe, donc je ne suis pas tout seul, on a une sous-équipe qui fait de l'algorithmique du web. Donc je suis assez fier parce que je pense qu'on est une des très très rares équipes en France. Alors, on n'est pas une grosse équipe, hein, on est, sans mentir, on est quatre pour l'instant, 3 permanents et puis un thésard, mais je suis assez content parce qu'on commence à, voilà, à pouvoir avoir une vraie équipe avec des moyens pour travailler. Pour la recherche en France, une équipe de 4, c'est déjà une grosse équipe. Et en plus, Oui, oui, avec en fait, sous-équipe et tout. oui, non, non, alors on est dans une équipe d'une vingtaine de personnes dont je m'occupe, mais nous on est quatre sur cette thématique et en fait c'est effectivement beaucoup et on espère passer à 5 ou 6 très rapidement. Voilà. Le problème c'est que on va dire qu'en ce moment les moyens sont pas toujours au rendez-vous, donc c'est difficile de recruter, mais on a bon espoir qu'on puisse s'agrandir. Bon, c'est une thématique qui est à la mode, ça marche, donc plutôt bonne presse. Alors, ensuite, dans ton actualité, donc ça c'est pour le boulot. Pour le bout. Est-ce qu'on peut parler de ton futur labo secret? Ou pas secret? Peut-être pas tout de Pas suite, tout tout de de suite. suite? Effectivement, on peut orienter enfin, un peu la discussion. Ouais, il y a des plans de labo un peu en mode semi-privé, on va dire, dans le futur. Voilà, juste une excuse, un teasing. Voilà, oui, oui, non, Attendez-vous on en reparlera dans l'année de toute façon, mais effectivement, un petit labo avec des moyens, etc., pour réaliser certaines choses sympas. Le deuxième gros changement, c'est sur le plan professionnel, hein, avec enfin professionnel, disons, hors université, avec les fameuses formations dont on parlera dans quelques minutes. Mhm, tout à fait, un gros succès qui nous a beaucoup surpris d'ailleurs, qui a redonné confiance en la communauté référencement d'une certaine manière, parce qu'on voit que les gens sont intéressés aussi par des choses très théoriques. Moi, ça me fait Ouais. plaisir. Mais bon, on en reparlera dans quelques minutes. Ok. D'abord, d'abord parlons de l'étude Euh, WebSpam. Restons dans le cadre universitaire.
Tout à fait. Alors, donc la fameuse étude. Alors, je rappelle peut-être un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début. Je crois que c'est en mai dernier, on a commencé à en parler tous les deux d'ailleurs. Moi, je t'ai parlé de cette fameuse enquête qui avait été faite en 2006 par des Américains qui expliquaient ce qu'était le spam, comment on pouvait le détecter, etc. Puis bon, moi, j'ai trouvé que c'est dommage qu'on n'ait pas fait ça déjà en France et que la dernière étude date de 2006. Et donc, au mois de mai, nous, on a demandé un financement à l'université, donc aux instances publiques, à l'ANR entre autres, pour réaliser une enquête d'envergure sur la caractérisation de ce qu'est le web spam. Bah, il se trouve qu'en ce moment, la situation financière est tendue, donc nous n'avons pas été jugés prioritaires dans le financement. On ne demandait pas beaucoup d'argent, mais bon, on n'a pas été prioritaire, donc on n'a pas eu d'argent. Et je me souviens, on en a parlé, et moi, c'est vrai que l'idée que j'avais, c'était de voir si un crowdfunding, ça pouvait fonctionner. Bon, moi j'ai suivi tes conseils à l'époque. Hein. Je n'ai pas fait un crowdfunding via KissKissBankBank et compagnie. On a fait ça à l'ancienne sur le blog avec un PayPal. Et ça a été vraiment une surprise énorme parce que je ne me souviens plus exactement de chiffres, mais en 2-3 jours, on avait déjà suffisamment d'argent pour pouvoir travailler. Et maintenant, on en est, parce que des gens donnent encore, hein, encore maintenant, on en est entre 6500 et 7000 euros de dons. Waouh. Ce qui nous a permis d'acheter, alors, je ne sais pas si vous le voyez, en fait c'est au fond par là-bas d'ailleurs un serveur de données de 30 Tera à peu près, enfin 28 Tera efficace on va dire, une machine de calcul, du matériel réseau, etc. Il nous reste encore de l'argent pour certaines tâches qui sont à venir. Donc on a eu des moyens et donc on peut travailler. Alors, on a travaillé hein, déjà, on a commencé. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a eu l'argent, donc depuis l'été? On a acheté le matos, on a installé et on a scrappé à peu près 500 000 pages sur le web. Alors, scraper 500 000 pages sur le web aléatoirement, en fait, c'est plus difficile que ça en a l'air. Hein. C'est-à-dire qu'on en crawl des milliards pour en garder 500 000. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'une page de notre dataset soit représentative du web. Et pour ça, il faut garantir qu'elle ait été tirée au hasard, vraiment de manière uniforme. C'est-à-dire que toutes les pages doivent avoir la même chance d'être tirées. Et ça, c'est pas difficile à faire à partir du moment où on a un gros volume de données. Donc, on a crawlé un énorme volume de données. Alors, on a eu beaucoup de problèmes. Hein. J'ai brûlé une carte réseau complètement parce qu'on crawlait trop vite, etc. Bon, bref, on s'est amusé. Et donc, parmi toutes les pages qu'on a crawlées, on en a gardé 500 000. Et là, on va bientôt rentrer dans le processus de faire taguer par des humains ces 500 000 pages. Et on a pris une décision par rapport à ce qui avait été fait dans le passé par d'autres chercheurs. D'avoir un tagging plus large. C'est-à-dire que normalement, le tagging, c'était qu'est-ce qui est du spam, qu'est-ce qui n'est pas du spam. Et il s'avère, dans les petits tests qu'on a fait, que les gens ont une granularité plus fine. Ils savent reconnaître du spam abusif. Ils savent reconnaître des pages de bonne qualité. Et il y a tout un tas de pages intermédiaires, on va dire des pages de faible qualité, dont on peut discuter est-ce que c'est du spam ou est-ce que c'est juste du mauvais travail. D'accord. Donc nous, on va avoir cette granularité plus fine en disant vraiment le spam abusif, vraiment le truc de Goret à l'ancienne, hein, comme on faisait avant les années, je veux dire 2003-2004. Hein. Maintenant, ce qu'on retrouve plus, du contenu qui est écrit plutôt en offshore, de faible qualité, mais qui reste légitime. Il y a un vrai sens à ce contenu. Et puis le contenu de qualité qu'on peut retrouver sur des sites comme Wikipédia, etc., ou des sites tout à fait raisonnables. Quoi. Donc c'est... Oui. Ouais, je regardais tout à l'heure, là, ce matin, cet après-midi, le hangout de la Quality Team à Dublin, qui donc expliquait voilà, comment on fait une demande de réinclusion suite à une pénalité manuelle. Et il y en a un qui intervenait qui répondait à une question relative au Negative SEO. Parce qu'il disait, voilà, moi, est-ce que ça a le même effet si je désavoue tous mes liens au lieu de d'abord les nettoyer et ensuite envoyer le fichier désaveu? Et bon, la réponse était très très floue. C'est choper la vidéo, je crois que c'est autour de 29 minutes, un truc comme ça. Vous allez voir qu'ils sont un peu embêtés, les googleurs. Moi, je préconise toujours de faire un nettoyage manuel d'abord, avant d'utiliser des aveux, voire même pas du tout. Mais bon, bref, ça c'est... Fermons la parenthèse. Par contre, en relation avec ce que tu disais, lui, il était à peu près... Il était très affirmatif, très certain que c'était super facile de choper, en fait, des attaques négatives SEO, des blasts prétendant donc nuire à un site, plutôt qu'un travail fait depuis l'intérieur. Alors, moi je me demande quand même, parce que c'est toujours pareil, si j'utilise un service d'inscription annuaire automatique
tu lui dis, voilà, tu me fais 10 soumissions par jour, honnêtement, quelle est la différence avec celui qui aura fait manuellement lui-même des inscriptions annuaires? C'est toujours pareil, quoi. Ouais, non, je pense que ce qui chope, c'est les gens qui font un travail, Enfin voilà, le seul truc qu'il faut voir, c'est que ça coûte cher de faire un négatif SEO. Alors si tu le fais finement, ça coûte plus cher que de faire un vrai bon référencement au final. Et donc t'as pas forcément intérêt à vouloir dégommer quelqu'un. Des fois, c'est moins cher de faire un bon travail pour soi-même, quoi. Non, Donc, j'entends bien. J'entends bien, mais quand tu vois, même si tu as un site de réputation et que tu vois comme ça une grosse attaque, bon, apparemment, c'est pas très clair de simplement désavouer les liens serait pas. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais par rapport à toi, c'est ce truc de. Ce que tu as dit est très intéressant entre déceler la vraie triche et le mauvais travail. hmm. Parce que par contre, ça, je le vois tous les jours dans mes demandes de devis. Les sites qui se sont fait dégager, franchement, surtout par Pingouin, ils sont très souvent coupables de quoi? D'un peu du référencement à la papa, quoi, d'il y a quelques années. Mais est-ce que ce sont des tricheurs, des spammers? Absolument pas, quoi. Ouais, non, non, ça je suis d'accord. Là, il y a une discussion. Après, c'est ce que je dis souvent, pour Google, c'est pas très grave de virer la moitié des sites, en fait. C'est des sites qui apportent pas plus d'informations que d'autres. Donc, comme ils doivent en montrer qu'un certain nombre, bon, bah, ils sont plus sévères qu'ils ne devraient l'être. Et alors, pour le Ouais. moteur, c'est pas très grave. Pour l'internaute non plus. C'est grave que pour celui qui tient le site. Après, de toute façon très très difficile de déterminer la frontière. C'est-à-dire le spam dégueulasse, c'est facile à trouver. Enfin, le moteur peut le faire vraiment facile. Après, le truc un peu rusé, bah, effectivement, c'est difficile. Alors, je pense qu'il y a aussi des faisceaux de présomption et je pense des footprints comportementaux, c'est-à-dire qu'on repère d'un comportement plus d'un référenceur que d'un mauvais site finalement. Et donc, voilà, il va y avoir un truc où ça va pas s'arrêter aux critères seulement sur le site lui-même pour déterminer si on le fusille ou pas, quoi. Ouais, mais regarde, même dans des stratégies, je parle même pas de content spinning, hein, qui est lourd à générer, c'est compliqué, c'est chiant, mais vraiment, même en lui sortant d'une espèce de bouillie, je veux dire, il l'avale encore. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que non, absolument pas. Non, non. Mais dans des stratégies vraiment purement black hat, je vois toujours Google incapable de le contrer. C'est-à-dire que, vu la volumétrie qui est envoyée derrière, Hmm. c'est dans le modèle économique. De toute façon, le site est jetable, il est fait pour tomber. Le problème est quand on a parié sur un seul, mais après, si derrière, t'envoies la relève. Alors ça, c'est un truc sur lequel moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a une vraie stratégie Black Hat rentable. C'est évident pour moi. Je veux dire, il faut bien choisir sa niche, il faut bien choisir tout pour avoir un retour sur investissement qui est rapide. C'est-à-dire que tu peux pas, une fois que tu mets tout en production, devoir attendre 2 mois ou 3 mois pour avoir de l'argent. Mais si tu es dans un truc où l'argent tombe vite et où ça t'a pas coûté trop cher en termes d'efforts pour faire la réalisation, bien sûr, c'est rentable et c'est viable. Après, ça ne peut pas s'appliquer à n'importe quelle industrie, c'est tout. Donc, si tu as une boîte qui vend son produit sur son site web, tu peux pas te permettre d'avoir une stratégie Black Hat. Si tu vends du truc que tu peux changer du jour au lendemain ton produit, il n'y a pas de problème. Oui, sauf que ce qui est malheureux, c'est que Et je parle vraiment de crade, là, on parle de hacking, c'est-à-dire les Russes, les Russes sur le Viagra, les Chinois, c'est sur... Ah, ils ont aussi une autre thématique à eux, bon bref. Ouais, c'est sur base enfin, d'exploitation, de failles de vulnérabilité, quoi, c'est vraiment... Et il n'y a pas plus crade, et voilà, quoi, ils continuent leur business. Peut-être que ça rapporte moins qu'avant, mais à partir du moment où ça rapporte toujours, de toute façon, on continue, ils continueront. Je veux dire, ça, s'il y a de l'argent à faire, pourquoi s'arrêter? Oui, non. Le... Par rapport à l'étude web spam, est-ce qu'il y a d'autres... Ah Oui, oui, non, donc j'étais en train de parler de la notation par l'évaluation par des internautes. Donc nous, on demandera aux volontaires de nous aider à noter, hein, parce qu'on a avancé. Donc bon là je balance, hein, c'est Guillaume donc qui n'a pas encore tout à fait fini le développement de la plateforme d'évaluation, mais j'espère qu'il va bientôt finir. C'est un message pour lui. Et donc dès que ce sera fait, bah, ce sera mis en ligne. On a des petits problèmes techniques à régler en fait, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu, ça se fait attendre. Donc probablement autour de Noël, on mettra ça en ligne et on demandera aux gens de venir noter des pages. Faut faire simple, hein, on a 500 000 pages à noter. Il faut entre 5 et 6 notations par page. Donc on fait le calcul, hein, ça fait presque 3 millions. Donc si en plus il y a des petits soucis et tout, on va dire entre 3 et 5 millions de notations à obtenir.
Donc voilà, plus on a de volontaires, mieux c'est. On a déjà, on va dire, on peut compter, je pense, sur un petit millier de personnes pour nous aider. On a des volontaires désignés d'office parmi nos étudiants aussi. On va faire aussi appel à Mechanical Turk pour avoir de la notation. Mais plus on a de volontaires, mieux c'est. On va faire un petit schéma de gamification pour que les gens puissent nous aider dans l'évaluation et gagner des lots. J'ai des super DVD de Chuck Norris, etc. à faire gagner. Donc il faut pas hésiter à participer. Voilà. Et bon, Guillaume est deadline avant Noël, c'est ça? C'est ça, exactement. J'espère qu'il va bien comprendre le message. Voilà. Alors, une fois que Pas d'interface, pas de dinde. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, une fois que ce sera fait, après, là, on rentre dans un schéma où c'est à nous de travailler, un travail qu'on a déjà commencé à faire, qui est le traitement statistique de toutes les pages qu'on a scrappées, donc pour extraire tous les critères qu'il y a dessus, des critères, le nombre de mots dans chaque balise, le nombre de n-grammes qui apparaissent, comment ils apparaissent, le taux de compression, etc., etc. Enfin, des choses assez standards, le nombre de liens sortants, entrants, le ratio no-follow, do-follow. Enfin voilà, nous on analyse tous les critères. Et après, on va rentrer tout ça dans un algo d'apprentissage automatique, les critères d'un côté, les évaluations de l'autre, pour essayer de déterminer ce qui est un critère important et ce qui n'est pas important. La question qui revient tout le temps, c'est alors, pourquoi notre étude sera mieux que celle de SEO Homo, Searchmetric ou... Alors, il y a deux choses. Pourquoi elle sera... Enfin, mieux, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais... alors, en fait, elle est quelque part assez différente. C'est-à-dire qu'un effet de bord direct de notre étude, c'est en fait la fabrication d'un filtre complet. Alors, voilà, Panda, c'est un filtre, Pingouin, etc. Nous, on fait un filtre avec notre propre jeu de données. Avec ce filtre, on a on va dire, vraiment des indications tout à fait sincères sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais au-delà de ça, on a aussi des interactions entre les éléments. Quand Moz te dit tel truc est corrélé, déjà, ils te disent c'est corrélé. Ils ne te disent pas à quel pourcentage ça apparaît dans ce qui est considéré comme du spam ou pas du spam. Ils te donnent une corrélation, ce qui te dit ça a des chances d'être du spam ou pas du spam si tel ou tel critère est respecté. Et en plus de ça, c'est pas tant sur la qualité qui donne une indication que sur la corrélation au positionnement. Ils te disent pas quand ton contenu satisfait tel critère, il est considéré comme de qualité. Ils te disent si ton contenu satisfait tel critère, il a des chances d'aboutir à un bon positionnement, ce qui est complètement différent. D'accord. Alors, bon, pour un référenceur, in fine, peut-être que le dernier truc, c'est plutôt le positionnement. Mais le positionnement, il faut voir aussi que c'est quelque chose d'immédiat. Si un texte est considéré par exemple comme de qualité, il a justement cette capacité à toujours dans le futur rester bien positionné une fois qu'il a été bien positionné. Alors que être bien positionné à un moment donné ne garantit pas d'être bien positionné dans le futur. D'accord. Donc ce qu'on veut donner, nous, c'est vraiment des critères de ce qu'un être humain en fait va considérer comme qualitatif de fait. Et donc ce qu'on veut comprendre, c'est plutôt le fonctionnement du quality raters quelque part que celui du moteur. Mais il faut savoir que le moteur utilisant le jugement du quality rater, si on connaît l'un, on connaît quand même pas mal d'autres. Je comprends, ouais. C'est très clair mon explication, mais voilà. Si, non, si. De toute façon, c'est exactement ça. Hein, la finalité est différente de toute manière, donc c'est pas le même type d'étude en tout cas. Et par exemple, on peut prendre un exemple très simple. Sur tous les forums, on voit des trucs, le ratio no-follow, do-follow, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper ou pas? Est-ce que c'est indicateur de quelque chose ou pas? Avec ce genre d'enquête, on peut dire, voilà, les gens estiment que quand le ratio dépasse telle valeur, le site n'est plus de qualité en moyenne. C'est une indication. Donc après, quand on fait son propre site web, on doit se poser la question, est-ce que je veux ou pas dépasser ce ratio? Est-ce que je veux envoyer un signal supplémentaire de mauvaise qualité à un moteur ou pas? Oui, mais après, c'est toujours la même chose. Tous les sites analysés qui sont flagués ont un ratio élevé, mais c'est pas parce que j'ai un ratio élevé que je vais tomber. Ça doit être corrélé avec d'autres éléments, quoi. C'est corrélé avec d'autres éléments. Et en plus, historiquement, on sait que de toute façon, c'est destiné à changer les caractérisations, puisque si on pense à l'enquête de 2006 qui avait été faite par Mtoulas et compagnie, dans les ratios, il y avait la proportion de contenu visible. Et donc, plus un site était en fait enrobé dans un beau graphisme, plus il avait de chances d'être de bonne qualité. Ouais. Okay. Donc, moins de chances d'être du spam. Bon, ça, on se doute. On n'a pas encore fait les calculs, mais je suis quasiment sûr que c'est faux. Maintenant, n'importe qui peut avoir un bon CMS avec des super templates. Ça prend 2 secondes à installer. Et donc, tous les sites, même les plus spammy, peuvent avoir un super graphisme, etc. Et donc, c'est plus un critère qui est qualitatif ou indicateur d'une qualité quelconque. Mais ça l'a été.
Donc, entre 2006 et 2013, il y a des changements sur certains critères, c'est évident. Bref, on peut te faire confiance pour avoir une étude au moins aussi, sinon plus intéressante que celle de 2006. Ah, elle sera au moins aussi intéressante, elle sera beaucoup plus fouillée. Oui, Parce que nous, on va étudier beaucoup plus de... Alors, elle sera beaucoup plus fouillée à la fois pour la communauté référencement, donc il y aura un intérêt, il y aura beaucoup plus de critères, donc beaucoup plus de données à en retirer. Et notamment, nous, on va analyser des critères structurels, ce qui n'était pas le cas, donc les ratios, liens entrants, liens sortants, etc. Et par ailleurs, elle est aussi beaucoup plus intéressante pour la communauté scientifique, puisque eux, ce qu'ils faisaient, c'est utiliser un seul type de classifieur, à l'algorithme C4-5. Nous, on va utiliser toutes les méthodes de classification pour déterminer quelles sont les meilleures méthodes à utiliser pour faire des filtres. Ce qui n'a jamais été fait, en fait, publiquement. d'accord. Et par ailleurs, on donnera le dataset, tout sera public, donc les gens pourront s'en servir pour travailler. Pour spammer Google, quoi. Pour faire ce qu'ils veulent. C'est plutôt pour que les chercheurs puissent travailler à leurs algorithmes de lutte contre le spam. Pour finir là-dessus, quelle est la date de livraison? Ce qu'on avait évoqué, c'était de tout finaliser pour que en juin, on puisse vraiment faire un petit événement où on invitait les gens qui nous ont aidés pour qu'ils voient les résultats. Ce que je peux dire, c'est qu'en janvier-février, on aura des premiers résultats, c'est sûr. En mars, on a prévu au SEO Campus d'en parler, par exemple. Donc, Combien de personnes ont donné? en nombre, je sais, voilà, j'ai honte, je sais pas dire le nom, mais je dirais aux alentours de 200. Ah. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, oui, quand même. Oui, d'ailleurs, on fera un event, il faudra participer un petit peu pour, pour venir, parce qu'on aura tout dépensé pour le reste. Mais bon, on fera ce qu'on peut, quoi. Mais non, non, il y a pas mal de monde. Donc, au SEO Campus, on essaiera d'en parler. Et puis, on en parlera aussi dans d'autres endroits, je pense. On trouvera un sponsor pour la soirée. Écoute, s'il y a que ça, je serais ravi d'accueillir des sponsors. Voilà. Next, les formations. Oui, les formations, oui. Alors, Voilà. attends. J'ai mis Ah. mes... Voilà. Oh. J'ai mis mes gants pour préparer les formations. Ah, moi j'en ai, mais c'est les gants du pauvre, c'est les petits gants d'entraînement. Ah, c'est des vrais, moi. Hein. Je suis prêt. D'accord, Je crois que c'est des gants d'entraînement, d'ailleurs. Mais bon, d'accord. on peut y aller. Les formations, écoute, c'est une heureuse surprise. L'année dernière, on a fait la première formation au mois de juin à Paris. C'était un peu un essai. Il y avait quelques personnes qu'on connaissait. Il y avait Hervé, par exemple, qui était là et tout. Et puis, ça a été très bien perçu. Et la première formation, pourtant, c'était un peu roots, hein. C'était mes slides que j'avais fait pour la fac et tout. Tu vois, c'était un peu, on n'était pas super rodé et tout, mais ça a plu. Donc, au fur et à mesure, là, on a amélioré les choses. Et écoute, on fait salle comble à chaque fois. Là, on a des dates pour jusqu'en février qui sont complètes. On ouvre en PACA, tiens, à Nice, le 21 mars. Donc voilà, c'est pour nous un gros succès. Les gens sont pour la plupart enthousiastes. On a formé, je l'avais écrit sur un bout de papier, j'ai bien sûr perdu le bout de papier, mais on a formé 140 personnes en 2013. Combien de dates t'as fait en 2013? 8, 9, dans ces eaux-là. Ouais, mais c'est frénétique. C'est vrai que Oui, j'ai toujours admiré les rockstars qui faisaient des mois et des années de tournée, mais les frères Perronnet, chapeau. Hein. ah bah, c'est fatigant d'ailleurs, hein, mais bon, enfin c'est surtout fatigant quand on va en province parce qu'il faut partir la veille, etc. Machin, on repart des fois tard le soir parce que moi, il faut que j'arrive à la fac pour faire cours le lendemain matin. Par exemple, on est parti de, de Bordeaux, je suis arrivé à 2h30 le matin chez moi, à 9h j'étais en cours, voilà. Ouais, mais bon, je sais que tu tournes au Red Bull, mais bon. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça, mais effectivement, c'est fatigant, mais bon, c'est plaisant. En plus, il y a un truc qu'il faut bien dire, hein, c'est que bah, quand j'enseigne ce genre de choses à la fac, les étudiants sont contents, ils sont satisfaits, mais voilà, là, quand je fais ça devant des référenceurs, les gens sont enthousiastes. 140 personnes, on a une personne qui était plutôt insatisfaite, deux qui nous ont dit n'avoir rien appris, tous les autres sont super contents. Ouais. On reçoit des mails de remerciements, certains... voilà, on ne demande pas aux gens de faire des articles sur nous après, et puis je vois que certaines personnes font des super articles super sympas, et je te remercie, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Je me suis bien éclaté à l'écrire. Et donc je suis content, donc bah, on va poursuivre, et puis on va peut-être ouvrir un peu des variantes de cette formation, d'ailleurs, sur d'autres thématiques. Non, mais pour te dire, moi bon, il y a quand même pas mal de clients qui sont allés à tes formations, et des confrères aussi, et je me rappelle d'un qui me disait, voilà, je suis allé à
certaines conférences payantes très très chères. Je sais pas si, enfin, on va pas les flinguer, mais disons qu'ils Donne pas de nom. ils sont, c'est des Américains. D'accord. Et où je me suis fait chier. Il m'a dit même ta conférence, c'était bon, voilà, basique. Avec, mais effectivement, bah, ça reste des petites conférences de 40 minutes. Et même toi, quand tu fais un truc sur le Knowledge Graph, par exemple, au SO Campus, bon, ben voilà, c'est ultra short. Et quand tu as la journée pour déployer le truc, là, moi, je viens de le faire sur 2 jours. Et moi aussi, c'était assez roots. Hein. C'est vrai que la première, bon, les premiers payent un peu les pots cassés des ajustements à faire pour les autres. Mais c'est complètement autre chose. Hein. En petit groupe. Après, quand on passe à plus 30, 40, là, c'est autre chose, quoi. Mais vraiment, en dessous de 30, entre 20 et 30, voilà, je pense que c'est le nombre idéal pour avoir vraiment un contact et que ça passe bien, quoi. Mais bref, en tout cas, cette personne-là m'a dit, voilà, en une journée avec les frères Perronnet, je me suis plus éclaté qu'en 2 jours à un certain autre événement beaucoup plus cher, quoi. Ouais, ça fait plaisir, hein, mais moi je suis content. Puis en plus, au-delà de ça, comme on voyage, alors c'est vrai que ça fait un peu, pour le coup, oui, ça fait le truc de la rockstar qui fait sa tournée, mais on découvre des endroits où super sympa. Je veux dire, en province, à chaque fois, l'ambiance est super bonne, quoi. Alors sur Paris, c'est différent parce que les gens viennent de la banlieue, ils repartent tout de suite et tout. Mais à Lyon, à Bordeaux, etc., à Strasbourg, on a été super bien accueillis. C'est vraiment super agréable, quoi. Et Et vous allez venir à Genève. ah, bah écoute, et en plus on va venir à Genève, voilà, je vous l'annonce alors. Alors on en a parlé, je savais pas que c'était officiel, mais donc si c'est Si, officiel, si, 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 super. bien sûr. Je sais pas quand, mais Non, non, et donc c'est vrai que c'est moi ça me plaît parce que voilà, et puis je découvre que les référenceurs, même ceux qui se disent moins techniciens, finalement, ils sont intéressés par l'aspect algorithmique des choses. Il y en a plusieurs qui développent des outils ou des nouvelles choses après nos formations, donc moi ça me donne l'impression de changer un peu quelque chose, je trouve ça bien. Ouais. Non, mais tu verras à Genève, on est très très bien reçus aussi. Hein. C'est super. Le truc, ah oui, si aussi, tiens, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que on me dit, ouais, non, mais les Perronnets, super, c'est des tronches et tout, ils nous expliquent des machins d'un autre monde. Mais quand est-ce qu'ils vont faire ranker un site? Ah, quelle question perfide, bravo. Ah, on a fait du référencement pour nous à une époque. Pas mal. On s'est pris des bûches, hein, comme tout le monde, sur les grosses updates, hein, d'ailleurs. On a encore quelques sites plutôt bien placés sur des trucs un peu, j'en parlerai pas ici, mais voilà, des petites niches qu'on avait gardées. Euh, Nous, on a arrêté pour 2 raisons. C'est que, moi, je vais le dire comme je le pense, hein, moi, il y a 2 trucs. Déjà, on est 2, donc je vais le dire pour moi d'abord. Moi, j'ai un métier qui est déjà très prenant, donc j'ai pas le temps de faire du référencement opérationnel. C'est impossible. Je veux dire, ça prend trop de temps. Le résultat est quand même nettement corrélé à la quantité de travail qu'on y met. Ouais. Et moi, je ne peux pas la déployer. Je vais parler pour Guillaume. Je veux dire, il est plus rentable de faire d'autres choses, la plupart du temps. Sachant que nous, on s'interdit de travailler sur certains domaines qui pourraient être rentables. Ouais. C'est par choix. Nous, on est une société familiale. Donc, il y a beaucoup de choses, de sujets qu'on n'aborde pas. Même si on parle de concombre pendant la formation, on ne fait pas de porn, on fait pas de, je sais pas, on fait pas de cigarettes électroniques, on fait pas tout ça, quoi. Donc, ça quand même, ça enlève une partie des choses qui seraient particulièrement rentables. Le seul domaine sur lequel on a plus travaillé, c'est l'e-reputation à une époque. Enfin, cela dit, je veux dire, je fais pas non plus. Je fais pas non plus une production industrielle de site web. Hein. Et je veux dire, non, mais puis moi, je fais de reproche à personne ou de quoi que ce soit. Hein. Non, non, mais je veux dire, mais c'est vrai que pour nous, euh, c'est pas. Moi, je préfère aller aider des gens sur des problématiques algorithmiques, sur le temps que j'ai pour travailler à côté, que de faire du ranking de site web. Moi, je trouve ça plus sympa. Non, parce que c'est une vraie question. Hein. Il y a toujours le truc, ça revient de temps en temps, qui. Ouais, mais si tu sais faire du référencement, pourquoi tu le fais pas pour toi, quoi? Mhm. Ben, comme tu dis, c'est souvent une question aussi d'évolution, de priorité, et de chaque chose en son temps, hein, de toute façon. Bon, ceci étant, on en fait pour certains clients, un peu, historique, Ouais. nos premiers clients. Mais on prend plus de nouveaux clients en référencement, ou très peu, sauf en conseil. Excuse-moi, j'ai mon oreillette, je te l'avais dit, j'ai pas la bonne. Elle fait que C'est tomber. ouais. Saloperie de truc Apple de merde. Qui est- Ah, ça va faire plaisir que tu dises ça. Il y a des gens qui vont, ils vont se faire passer en avec, boucle, celui-là. avec plaisir. Et non, non, et donc je disais, ouais, certains clients historiques, mais sinon surtout du conseil.
Ah, il faut voir aussi, il y a un truc, hein, depuis qu'on fait des formations, on nous en demande, mais je vois de plus en plus de gens qui ont des problématiques de positionnement, qu'ils n'arrivent pas à solutionner de manière standard et qui font appel à nous pour avoir justement du conseil sur les barrières algorithmiques qu'ils pourraient avoir liées à leur site. Et parfois, ça solutionne vraiment les choses. Honnêtement, bon, je pense que chacun, de toute façon, c'est évident, prend la formation avec différents niveaux et différents besoins, voilà, tout le monde le voit différemment. Mais là où je vous tire le chapeau, c'est effectivement d'être accessible à tous et d'en donner à tout le monde. Après, moi, les retours que j'ai eus, ça a toujours été d'ouvrir les yeux, peut-être pas sur la totalité de la formation, on s'en sert pas de tout, mais sur certaines choses. Enfin, là, les révélations sur le PageRank sont assez. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On reçoit des mails après disant vous m'avez ouvert les yeux sur ce qu'était le PageRank. Enfin, c'est quand même un gros morceau. On devrait commencer par ça, quoi, à la base. Hein. C'est toujours étonnant de voir que tout le monde n'est pas forcément familier avec la notion, mais c'est aussi lié au discours qu'on trouve chez Google ou ailleurs. C'est-à-dire que voilà, ce qui est présenté au grand public de manière très visible n'est pas forcément ce qui est correct. Voilà. Puis de toute façon, maintenant, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai la preuve que des fois, tu te gourres en appliquant tes propres méthodes, puisque ton surfeur aléatoire a planté ta carte réseau, c'est ça? Oui, enfin, nous, surfeur aléatoire, il surfait drôlement vite. C'était surtout ça le problème. C'est-à-dire qu'il a pris. En fait, j'ai découvert qu'une carte réseau qui a 100% de son mini-processeur, bah, elle finit par cramer. Hein. Voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est plutôt une question de marque de carte réseau qu'autre chose. Tu crois? Ah oui, j'en suis sûr, vraiment. Disons qu'il y a des marques plus chères et c'est pas pour rien. Ben oui, oui, oui. C'est vrai que des fois, le prix, enfin, c'est quoi le dicton? Le gratuit ou le pas cher vaut que son prix, c'est-à-dire pas Oui, grand-chose. on en a que pour son argent, ça On a c'est que clair. pour son argent. Ok, après les formations, quelle actualité, disons, Non, on Ah s'y fait. si, on va faire un petit break, on va parler quand même de Google. Ouais. Parce que Hummingbird. Mm. Hummingbird, comme j'ai dit dans mon billet, moi ce qui m'a bluffé, c'est que tu lis plein de billets là-dessus, tu en ressors plus ou moins dubitatif, alors que ton explication est limpide. Donc explique-moi Hummingbird, s'il te plaît, Sylvain. Bah, Hummingbird, c'est plutôt simple en fait. Hummingbird, c'est un mécanisme de ce qu'on appelle d'expansion de requête, donc de réécriture de la requête faite par l'internaute pour casser les ambiguïtés, pour mieux préciser la requête. Donc avant Hummingbird, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme? On a un truc qui est quelqu'un tape une requête et le moteur a plusieurs possibilités de compréhension qui va faire des suggestions. Il y a le Google Suggest qui dit voilà comment vous pourriez écrire mieux votre requête finalement. Bon, bah, Hummingbird, c'est le truc qu'il fait tout seul. Donc Hummingbird, ça va. Alors il y a plusieurs mécanismes. L'analyse de la co-occurrence a été évoquée. Donc on regarde quels sont les mots qui apparaissent avec les mots qui sont dans la requête pour essayer de déterminer le sens de la requête. Ou alors peut-être l'utilisation du knowledge graph. Si on parle d'une personne dans une requête, bah, on va, sans la nommer, le moteur va essayer de la comprendre. Alors l'exemple que je donne toujours, c'est parce que j'adore Kirsten Dunst, tout le monde le sait bien en voyant mes explications sur le knowledge graph. Imaginons que quelqu'un tape comme requête dans quel autre film joue l'actrice de Spider-Man 3. C'est une requête ambiguë. Il n'y a pas marqué qu'on veut savoir où joue Kirsten Dunst. Pourtant, quand Google a le knowledge graph, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent dire je vois une relation entre Spider-Man 3, actrice, il jouait dans un film, et je sais qu'au cœur de cette relation, il y a une actrice qui est Kirsten Dunst. J'en déduis donc que la question c'est dans quel autre film, autre que Spider-Man 3, joue Kirsten Dunst. Et en faisant ça, on a entièrement précisé la requête. Il n'y a plus aucune ambiguïté, on sait exactement à quelle réponse à quelle question on doit répondre quand on est le moteur. Et donc, on a entièrement levé l'ambiguïté. Et donc, Hummingbird, c'est un mécanisme. Alors, quel est exactement ce qui est utilisé? On ne sait pas. Hein. Tout le monde dit que c'est plutôt la co-occurrence, et c'est le brevet qui a été déposé récemment qui laisse ça. Disons, enfin, les gens pensent que c'est ça à cause de ce brevet. Et voilà, c'est un mécanisme de réécriture de requête pour lever les ambiguïtés. Alors, quelque part, c'est donc un nouveau mécanisme dans lequel passent probablement la plupart des requêtes, c'est vrai, qui n'a pas d'impact pour le référenceur. Et probablement peu d'impact sur le positionnement. Pourquoi? Parce que la plupart des requêtes ne sont pas ambiguës. D'accord.
c'est l'exemple qu'on donne dans nos formations. On parle, Guillaume donne cette nouvelle requête qui est la plus rusée qu'il ait trouvée, qui est vitesse Jaguar. Vitesse Jaguar, c'est une requête ambiguë. On ne sait pas si on parle de l'animal ou de la voiture. Mais c'est une requête extrêmement rare, voilà, la plupart des gens déjà vont mettre quelle est la vitesse du Jaguar ou de la Jaguar, donc il n'y aura déjà pas d'ambiguïté la plupart du temps, même sur cette requête qui pourrait l'être. Et donc la plupart du temps, le mécanisme d'expansion va préciser un truc qui est déjà suffisamment précisé, et donc il ne va pas y avoir vraiment de changement visible pour les gens. Et alors pour le référenceur, c'est encore moins sensible, parce que le référenceur a plutôt tendance à pas viser des requêtes ambiguës, parce que par nature, il ne veut surtout pas travailler sur des trucs ambigus, puisque ce qu'il veut, c'est garantir quelque chose. Donc, il va commencer à rentrer dans un domaine qui est houleux. Donc, le référenceur, je pense, est très, très peu impacté par ce genre de mécanisme. Par contre, ça améliore probablement la qualité à la marge pour l'internaute moyen qui utilise Google. Je sais pas si c'est un truc de cause à effet, mais peut-être les quelques sites que j'ai vus qui pourraient avoir été impactés sont des très très gros sites, hein, je parle de plusieurs millions de pages que j'ai en client, et qui taclent des notions qui pourraient être impactées du point de vue géologue. C'est-à-dire que ils traitent, bon, je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail, mais ils traitent d'entités nationales qui finalement, effectivement, dans un contexte un peu plus précis, que ce soit personnalisation, géologue ou pourquoi pas Hummingbird, n'apparaissent plus, quoi. Alors qu'avant ils apparaissaient de par, le jeu finalement, il n'y avait pas grand chose d'autre à proposer à part eux, quoi. Et là, avec la recalibration de l'algo, j'ai l'impression qu'ils sont passés à la trappe. Pour la géolocalisation, c'est tout à fait le cas. On peut imaginer que tout un tas de requêtes, par exemple, je sais pas, pizzeria à Pétaouchnok, s'il n'y a pas de pizzeria à Pétaouchnok et que le moteur a reprécisé une ambiguïté pour garantir que la requête c'était pizzeria à Pétaouchnok, s'il n'y a pas de pizzeria à Pétaouchnok, il n'y a plus de renvoi, et comme la requête est trop précisée, il n'y a plus de renvoi des pizzerias qui sont dans les villes d'à côté, par exemple. Non, là, le client pouvait ranker avant sur pizza Pétaouchnok, mais là, j'ai l'impression qu'il ne rank plus si tu demandes quelle est la pizza la moins chère ou la meilleure pizza à Pétaouchnok, quoi. Mais est-ce qu'il s'occupe vraiment des pizzas à Pétaouchnok ou des tablettes à côté? Non, il s'occupe de toutes les pizzas d'Europe et d'Europe, d'accord. de tous les vendeurs de pizza du monde. Mais non, on peut imaginer qu'il y a une interférence, parce qu'à un moment donné, comme la requête a été reprécisée par le moteur, finalement, la personne qui a poussé pour se positionner sur certaines requêtes, finalement, cette requête sur laquelle il poussait est reprécisée, et il n'a pas travaillé pour la requête reprécisée. Et donc, la requête sur laquelle il travaillait a finalement disparu pour le moteur, parce qu'elle est tout le temps reprécisée. Et comment ça se fait? Donc, bon, j'ai l'explication sur le fait que les référenceurs n'ont vraiment pas perçu ce truc de Hummingbird. Par contre, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, là, Dr. Pitt a appelé, je crois, le Ghost Update ou je ne sais pas quoi. Il y a eu un énorme pic dans le serpomètre de Moz. J'ai pas regardé du côté de Ranks, qui en fait, voilà, il y a eu un cataclysme qui était plus grand que Panda et Pingouin combinés, et personne n'a jamais rien vu passer. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment ça se fait qu'il y a des secousses, des mouvements dans les cercles, mais personne ne râle? Ça peut être un recalibrage complet du truc, et puis après c'est furtif, hein, ça redisparaît aussi vite que c'est venu. Ça c'est possible, parce qu'un pic, ça a duré combien de temps? Non, c'était sur une journée, enfin voilà, c'était un seul pic, donc après je sais pas quand est-ce qu'ils le requalifient leur truc, mais je pourrais te trouver la source. Attends. Voyons voir. L'autre chose, c'est attends, moi c'est Google. Hop. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas grave, mais parce que de toute façon, la plupart du temps, des gros changements dans les SERP à un moment donné, ça peut être un redéploiement d'un nouveau mécanisme, plutôt d'un filtre généralement, mais ça peut être aussi un recalibrage de tous les paramètres des filtres. Donc on garde les mêmes trucs, mais on modifie tous les paramètres pour voir ce qui se passe. Et en fait, c'est plutôt dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on fait des modifications dans tous les sens pour voir comment les gens cliquent, etc., pour vérifier la validité des paramètres qu'on a déjà mis en place. Et d'où vient cette légende? Alors, est-ce que tu crois, moi j'ai l'impression que c'est un lapsus d'Amit Singhal qui parlait
de Hummingbird en relation avec caféine en fait. Mm. Mais caféine touchant plus l'infrastructure, je sais pas, je crois que ça a brouillé un peu les pistes. Parce que c'est pas une mise à jour d'infrastructure, Hummingbird. Si. C'est pas un filtre, c'est évident. Euh, Ouais, alors c'est plus proche d'une update quand même que d'un filtre. Donc ça, c'est plus proche d'une mise à jour d'infrastructure que d'un filtre. Par contre, c'est pas une mise à jour majeure de l'infrastructure. C'est-à-dire que ça ne modifie pas ce qu'on peut trouver au niveau du calcul de l'autorité via le PageRank et ce genre de choses, quoi. Donc ça va être au moment où en fait l'internaute tape sa requête, il va y avoir un nouveau mécanisme intercalé de reformulation et après qui est refourni à toute l'infrastructure classique du moteur. Donc c'est une infrastructure supplémentaire qui vient se mettre comme une verrue sur le moteur, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ils ont mis un peu de Red Bull dans la caféine, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est plutôt, ils ont mis un entonnoir, si tu veux, Ouais. pour que le Red Bull déborde pas, quoi. Je t'ai envoyé le lien pour tout Ouais, le monde. c'est ce que C'est je pense. si vous googlez Was there a November 14th Google Update? Effectivement, c'est à 102 degrés, ouais, alors que la moyenne est autour de 60 et quelques. Euh, ouais, je sais pas. Objectivement, en plus, ouais, les positionnements, c'est pas clair non plus. Ouais, je sais pas. De toute façon, quand on sait pas, ils le disent aussi, hein, Was there a glitch? Moi j'appelle ça l'effet de bord, d'autres le bug. Mais c'est vrai que. Voilà quoi. Ouais, ouais, c'est étonnant, effectivement, mais en fait, j'étais complètement passé à côté de ce truc-là, d'ailleurs. Ouais, je sais pas du tout de quoi c'est. Ouais, tu m'as eu là. D'ailleurs, j'ai lu l'autre jour l'histoire du bug. Tu sais d'où ça vient le bug? Ah, c'est pas un mec qui s'est planté à tous les coups, un truc pareil? Alors c'était déjà utilisé dans la communauté, mais c'était à la fin, après la guerre. Elle vient de mourir, la fameuse Grace Hopper. Là, elle avait un doodle. C'est une informaticienne militaire qui avait en fait travaillé sur quoi elle travaillait en fait. Je me rappelle plus. Bon, c'est des trucs militaires. Mais elle a fait un truc énorme. Hein, je me rappelle plus quoi, mais bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, dans le journal de bord, il y avait un jour, ils ont sorti une mythe qui avait cramé, je sais pas quel câble. Ouais. Et dans le journal de bord, il y avait la mythe collée en disant le premier bug de l'histoire. Ah, écoute, ouais, ouais. Maintenant, maintenant c'est plus fin que ça quand même, mais bon. Alors, prochain. De quoi on devait parler? Je me rappelle plus. Je sais plus, on a parlé la mise à jour du PageRank. Oui, tout le monde a été ravi ce cadeau de Noël de Google, mise à jour du PageRank. Alors, PageRank frelaté, PageRank. Voilà, ton avis. PageRank de la toolbar, comme toujours. Donc, moi j'ai envie de dire un peu aucun intérêt, hein. Mais bon, c'est pas tout à fait vrai. Les gros PageRank toolbar sont des sites qui ont réellement une très grosse autorité. Pour les autres, c'est difficile de dire quelque chose. Mais ça fait beaucoup parler, en tout cas, c'est ce que je vois. Je pense que ça va permettre à certains de vendre des liens pendant un certain temps, à nouveau. Ah, mais je peux te dire, là, j'ai fait quelques opérations sur des. J'avais, voilà, des domaines expirés, hein. J'étais du PR et redirigé. Là, c'est la fête, quoi. Hein. Ah bah, je veux bien le croire, là. C'est bon. Moi, j'en ai pas fait trop, mais bon, j'ai des clients qui sont très contents, en tout cas, plusieurs même. Ouais, non, non, bah écoute, ce qui est étonnant, c'est plutôt la communication chez Google qui est pas très claire. Et ça devait pas être fait, c'est fait quand même. Je sais pas, je comprends pas bien. Ouais, mais le pauvre Matt Cutts, attends, il est quand même chef de l'équipe anti-spam. Ouais. Est-ce qu'il est en charge du PageRank? Est-ce qu'il est en charge de l'indexation? Enfin, tu vois, il répond sur tout, sur rien. Et ben, de toute façon, on voit qu'il répond sur tout et sur rien, parce que vu ses réponses, excuse-moi, mais voilà quoi. Mais effectivement, non, bah, c'est. Alors, est-ce que c'est le dernier sursaut avant la mort du PageRank Toolbar? Moi, j'espère en fait. J'espère parce que les gens, encore maintenant, ne comprennent pas. Des fois, sur certains forums, c'est invraisemblable. On trouve je suis désolé de le dire, mais des vrais abrutis qui veulent pas comprendre que c'est pas la même chose que le vrai PageRank, quoi. Et ce serait pas mal qu'en fait l'indicateur disparaisse parce que ça permettrait de se concentrer sur d'autres choses. Mais on a besoin d'indicateurs. Honnêtement, qu'est-ce qu'on a fait? Le PageRank est moisi.
on utilise maintenant, par exemple, le TrustFlow Majestic. Mais je pense que c'est un indicateur qui est beaucoup plus pertinent que le PageRank de la toolbar. Je pense que vraiment, eux, ils ont un volume de données qui permet de Ouais, calculer une vraie bonne approximation de l'autorité, comme le fait sans doute réellement le moteur à l'interne. Et donc voilà, ils ont une information qui est plus pertinente que celle que Google donne, qu'elle a pour noyer le poisson. d'accord. De toute façon, Google a un procédé de calcul pour le PageRank de la toolbar qui est complètement opaque. On ne sait pas comment c'est fait. On ne sait pas quelles sont la taille des classes, si c'était fait de manière honnête. Il y a des déclassements selon tout un tas de critères. Donc voilà. Donc en fait, c'est une information qui n'apporte rien du tout. Ouais, Enfin, encore une fois, c'est pas vrai. Si quelqu'un a un PageRank sur sa toolbar de 7 ou 8, oui, je peux le dire, il a un site qui est très, 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 très une très très grosse autorité et donc plus facile à positionner. Et si, alors qu'il y a beaucoup de liens, le PageRank de la toolbar annoncé c'est 1 ou 2, c'est qu'il y a une forte pénalisation probablement. Voilà. ouais, Ça, on peut le dire. Après, si on a un truc qui est au milieu, voilà, un PageRank de 4 ou 5, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moi, je ne sais pas trop. ouais, Je sais pas trop parce que voilà, avant qu'ils commencent vraiment à déconner sur ce qu'ils affichaient, n'importe quel site universitaire personnel avait des PageRank de 6 ou 7 annoncés par exemple. bien sûr. Et donc ça a baissé, et donc c'est là où on voit qu'il y a, voilà, il y a un mécanisme de pondération. Moi je pense que c'est pas très... Enfin, voilà, quand les gens disent le PageRank est mort, je pense que c'est faux. Par contre, est-ce qu'il faut se préoccuper de ce PageRank annoncé par Google? Je pense que non. Voilà. Ouais, au moins, c'est clair. Ah, ça a le mérite d'être clair, effectivement. Oui. J'ai eu le temps de Wikipédier Grace Hopper. Elle a inventé le langage COBOL Ah oui, et le premier compilateur en 1951. donc c'est vraiment du bon boulot. Et les banquiers peuvent lui dire merci. Pourquoi les banquiers? Parce qu'il y a encore même beaucoup de trucs en COBOL dans les banques. D'accord. Tiens, ouais, En 2000, c'était ça. Ils recrutaient des spécialistes COBOL à tour de bras. lors de ta formation, tu annonces avec beaucoup de conviction que voilà, il faut développer en Python. Aujourd'hui, si on veut faire des trucs intéressants, Ouais. des... Pourquoi ça? Alors, d'abord, je vais commencer par les défauts de Python. Comme ça, après, ce sera réglé. Donc, Python, c'est un langage qui est interprété. Donc, il y a des problèmes comment dire, de performance, naturellement, par rapport à des langages comme le C, par exemple, ou le C++. Et c'est un langage qui a ce qu'on appelle un garbage collector, donc on ne peut pas faire une gestion fine de la mémoire, donc ça aussi c'est un défaut quand on veut de la performance. Par contre, c'est un langage, objectivement, n'importe qui peut apprendre à programmer en Python et au bout d'un mois être bon en Python. Donc c'est un langage qui est super bien fait. Pour apprendre, c'est vraiment au top. Nous, maintenant, on apprend ça. Enfin, voilà, les étudiants qui arrivent en première année à la fac, on leur apprend Python. Au bout de 3 mois, ils savent programmer en Python des petits trucs. C'est pas des cadres, mais ils savent faire des trucs, quoi, des trucs bien. Et ça rentre dans les lycées, Python. C'est dire, je veux dire, c'est un langage, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être bon en maths ou quoi que ce soit pour comprendre la programmation en Python. Par ailleurs, c'est un langage qui a une grosse communauté parce que, comme c'est un langage plutôt type langage de script, il y a beaucoup de gens qui très rapidement se sont mis dessus, notamment beaucoup de matheux qui disent ok, je pourrais programmer en C, mais ça va être gonflant. Donc, en quoi je vais programmer? Il y a Ruby, il y a Perl, il y a Python. Donc, les gens se sont mis plutôt sur Python. Et donc, il y a un nombre de librairies, pardon, il faut dire bibliothèques en français, je suis désolé, de bibliothèques existantes qui est juste invraisemblable, avec par exemple NLTK, qui est un truc fantastique qui comprend tous les outils qu'on peut vouloir pour faire du traitement du langage. Donc, on parle du cosinus de Salton, de tout ça, ça existe déjà, c'est déjà fait de base. Il y a des outils de scrap. Scrappy, c'est un truc fantastique. Nous, on a développé notre propre crawler en C++. Alors bien sûr, on n'est pas des spécialistes du crawl, donc on l'a fait un peu à notre manière. Bon, Scrappy est plus performant que notre crawler perso, quoi. Si je ne m'abuse, le Watusi, enfin la version interne de Jean-Benoît est en Python aussi. Probablement. De toute façon, en ce moment, quand on veut prototyper rapidement, on fait du Python. Quand on veut voilà, des choses suffisamment performantes, suffisamment claires aussi, et sans trop de bugs, on fait du Python parce que c'est le meilleur rapport finalement temps passé, résultat, etc. Si après on a besoin de performance de folie, on fait du C ou du C++. Ouais. Et puis, bah, il Mais y a toujours besoin du PHP pour le front quand même, quoi. et après, le front, c'est du PHP, tout à fait. Mais vraiment, j'insiste. Et là, alors, par exemple, mes étudiants de cette année pourraient témoigner, hein. Je fais un cours réalisation d'algorithmes pour les moteurs. Et voilà, on fait pertinence cosinus de Salton en PHP.
il faut des jours de calcul, ou des heures de calcul pour faire des trucs. En Python, ils font un programme. Alors, OK, ils passent une journée de plus à programmer, mais le truc, en 10 minutes, fait le même calcul que ce que fait PHP en une journée. Et comment légitimer justement des mécanismes, enfin des organisations comme chez Google, où finalement il y a plein de langages qui se mêlent. Bon, il y a du Python, mais comment ils s'appellent même leur langage? Ils ont inventé un truc, non? C'est pas le Go ou je sais pas quoi? Ouais, ils ont plein de trucs, hein, je sais jamais. Il y en a, c'est des surcouches d'autres langages, en fait. C'est pas un vrai langage, mais c'est une surcouche syntaxique. D'accord. Moi, j'ai des étudiants qui sont partis chez Google faire ce qu'on appelle du Yakshaving, c'est-à-dire passer du prototype fonctionnel à l'industrialisation multilangage. Et en fait, c'est une constante dans toutes ces boîtes-là, ils sont très pragmatiques. S'il y a un truc qui peut être fait efficacement dans un langage particulier, ils apprennent ce langage et ils font. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu veux traiter des chaînes de caractères, faire du Python, c'est bien. Mais si tu veux faire du calcul scientifique derrière, c'est pas bien Python. Donc en fait, tu vas avoir un bout en Python, un bout en C. D'accord. Si tu as besoin de faire de l'inférence logique derrière, il faudra un autre langage, et donc tu vas avoir un troisième langage derrière. Tu vas avoir du COBOL ou des trucs comme ça. Et donc voilà, et donc tu as un empilement d'outils qui dialoguent par des interfaces pour avoir l'efficacité maximum de chaque outil. Et c'est ce qui est le plus raisonnable. C'est ce qui est le plus raisonnable, parce que des fois, tu as besoin de faire des trucs en mémoire très tricky, donc tu as besoin d'un peu d'assembleur, hein, puis de C, puis après, tu as besoin de faire plutôt du truc de haut niveau. Donc là, tu peux prendre autre chose, puis après, tu as besoin d'une interface graphique, et donc tu vas prendre du Java. Puis après, tu as besoin d'un serveur web, donc tu vas prendre du PHP. Super transition pour passer justement au pragmatisme de Google, parce que le pragmatisme de Google, tu parlais tout à l'heure en off c'est étonnant, mais c'est vrai, ça a du sens, hein, l'utilisation des big data, ne serait-ce qu'en interne, pour satisfaire les employés, quoi, parce que trouver cette fine limite entre pas trop les payer parce que ça coûte de l'argent, mais il faut qu'ils restent, donc voilà. Ouais, bah oui, c'est ce dont on parlait, alors pour ceux qui. Parce que personne n'était dans ton bureau avant. Oui, oui, bah, par exemple, le département des ressources humaines de Google utilise les big data pour monitorer les employés. Donc, trouver ceux qui risquent de partir et puis voir ce qui peut être fait pour essayer de les garder, de les contenter. Donc il y a des alertes, des patterns de comportement. Alors, je sais pas, comme ils doivent monitorer ceux qui vont à la cantine, enfin dans leur cantine, ceux qui restent pour le sport, etc. Donc, ils doivent repérer des trucs. Ceux qui se connectent trop à Facebook pendant le boulot. Je sais pas si on a le droit de se connecter à Facebook, mais chez Google. Justement, c'est pour ça. Mais voilà, et puis après, bah, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Parce que eux, ils ont des vrais stats, donc ils ont beaucoup d'employés, et puis ils sont peut-être capables de dire que des fois, plutôt que de rajouter 100 $ à la paye, il faut peut-être plutôt offrir un ticket pour aller voir l'opéra du coin ou des trucs comme ça. Et donc, ils ont une vraie gestion statistique de leurs employés. Mais ils ont aussi une vraie gestion statistique de l'énergie de leur data center au niveau mondial. Donc, ils ont un pragmatisme, là, on dit ils ont des data centers partout. C'est parce que ça diminue le temps de réponse de leur moteur quand on l'utilise, mais aussi parce que ça permet vraiment de dire à quel moment j'ai besoin. Voilà. Enfin, pour le dire plus clairement, un data center, ça se refroidit, le refroidissement, ça coûte cher. S'il fait 25 degrés dehors, ça coûte plus cher de refroidir que s'il fait -10. Ouais. Et donc, quand un data center est dans un endroit où il fait chaud, on diminue un peu ce qu'il fait et puis on augmente celui qui est en plein milieu de l'Antarctique. Enfin, il n'y en a pas dans l'Antarctique, mais on augmente celui qui est un peu dans le nord parce que lui, il peut turbiner plus pour moins cher, etc., etc. Et donc, il y a une gestion très pragmatique de tout. Des humains, des data centers, etc., etc. Dans ce sens, c'est un petit peu bizarre de voir. Alors bizarre, je sais pas, mais quand on entend qu'il reçoit 5000 demandes par semaine de discussion pour lever une pénalité manuelle, moi je trouve ça gigantesque de le traiter à la main, parce que Google est quand même connu pour son absence de support, même quand on a un compte AdSense et qu'on gagne plusieurs dizaines de milliers de dollars ou d'euros par mois, on a très très peu en fait de discussions intelligentes et au-delà du gestionnaire de compte qui est plutôt un commercial qu'autre chose, même pour AdWords d'ailleurs. Hein. Et là, il y a des thunes à la clé. Et par contre, ils vont se faire chier à discuter avec ces cons de webmasters qui ont fait les gorées sur leurs liens. Comment ils traitent 5000 demandes par semaine de manière humaine, enfin semi-humaine, quoi, parce qu'après, Oui, apparemment, la première lecture manuelle. Quoi. Ils ont quand même une. C'est pas vraiment manuel, parce que, alors déjà, il faut pas oublier, hein, pour tous les sites web qui sont en demande de réévaluation, etc., il y a déjà eu un traitement humain, puisque des quality raters sont probablement passés au moment de la pénalisation.
Il y a plusieurs dizaines en plus. Voilà. Je crois que c'est une vingtaine qui devrait... Il y a déjà eu un traitement humain kilométrique, et ce traitement humain, probablement avec certains outils, on peut voir s'il est toujours valable ou pas. Quand un humain dit voilà, je pénalise parce que je vois ça, bon bah peut-être que derrière un algorithme peut vérifier s'il y a quelque chose qui a été réellement modifié. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est que lors d'une demande de réévaluation, la personne qui répond est très très guidée. Elle voit des évaluateurs, des évaluations que nous on voit pas, un tableau d'évaluation automatique. Elle prend une décision par rapport à ça, et probablement qu'elle n'a pas beaucoup de choix dans sa décision. Et la décision, elle aboutit toujours à un traitement automatique derrière, avec un email qui est déjà préécrit, etc. Ouais. Que, finalement, il n'y a que la prise de décision qui peut être déléguée à un être humain à un moment donné. Tout le reste est automatisé. Moi, je pense. Hein. Et donc, à ce tarif-là, voilà, on peut en faire des évaluations beaucoup dans une journée, même si on est un seul être humain. C'est un peu comme les call centers, en fait. Hein. Les qui bossent là-dedans, c'est l'usine. Mais c'est l'usine de la réévaluation de site web plutôt que de visser des pièces ou des trucs comme ça. Quoi. Bah de ce que j'en sais, oui, de toute façon, c'est beaucoup moins glamour que l'idée qu'on pourrait s'en faire. Moi, je pense que c'est peu glamour. Et alors, il faut savoir un truc, j'adore toujours foutre des coups de pied à Google. Je pense que les gens l'ont compris au fur et à mesure des podcasts. Mais en fait, travailler pour Google, de l'aveu de certains, moi je ne sais pas, c'est assez usant parce qu'il y a une déception justement entre l'attente de la personne qui y va, parce que souvent qu'il y a une personne qui est plutôt intelligente, parce qu'elle a été recrutée après un processus hyper sélectif, et le niveau des tâches qui sont demandées. Dire que se retrouver à faire du quality rating de luxe alors qu'on est diplômé en informatique à Bac+3 ou des trucs comme ça, bah, je pense que pour certaines personnes c'est dur à avaler. Ceux qui ont une thèse et qui arrivent dans la Silicon Valley persuadés qu'ils vont faire le nouveau moteur de recherche qui se retrouve à programmer des trucs, eux aussi, ils le vivent un peu mal, etc. Donc il y a ce côté un petit peu frustrant pour beaucoup de recruteurs, je pense. Moi, j'irais plus loin, parce que j'ai aussi mes sources. Il y a une culture de la terreur chez Google. C'est-à-dire que ils sont tous terrorisés de qu'est-ce que va penser, qu'est-ce que va dire celui juste au-dessus. Quoi. Mm. Et c'est tous, en tout cas, peut-être pas au niveau des quality raters, je sais pas, mais déjà, quand on commence à monter en puissance dans les échelons, ben ouais, quand même, ils bossent pour Google, ils gagnent des sous, et même s'ils sont surqualifiés, tout ça, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de... Ouais, ils sont terrorisés, enfin, ça, c'est des cultures qui ont fait du mal, fait du mal. Peut-être empêché d'évoluer des plus gros et des plus anciens que Google. Je pense à Sony, hein, notamment. Pourquoi Sony, attends, ils avaient les artistes, ils avaient le Walkman, ils avaient tout ce qu'il fallait. Comment ils ont laissé un con d'informaticien lancer l'iPod et iTunes? C'est vrai, je suis assez d'accord. Il y a Digital hein, dans le même genre, DEC. C'est des boîtes qui se sont castrées elles-mêmes, en fait. Et ça, c'est la culture d'entreprise. Les gars de AdWords, ils parlent pas aux mecs du search, quoi. Je veux dire, c'est sûr. Ouais. Mais c'est terrible. En fait, moi, je vais faire un parallèle entre une boîte comme Google et le milieu académique, parce qu'il y a un parallèle. Le milieu académique, c'est très sélectif à l'entrée. Il faut des gros diplômes, etc., pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Et il y a un côté, alors les gens ne s'en doutent pas, une pression psychologique extrêmement forte pour se montrer le plus intelligent de la troupe, en fait. Tout est basé là-dessus. Les gens, ils travaillent parce qu'ils disent on va faire avancer la science et tout, mais il y a toujours le côté montrer qu'on est plus futé que ça. Et chez Google, c'est la même chose. Et la différence, c'est que dans le milieu académique, comme le recrutement est sur un tout petit nombre de personnes, par un processus évolutif, ceux qui y arrivent, en fait, sont des gens qui, en plus de ne pas être trop bêtes, sont complètement mégalos, généralement. Et donc, ils sont assez peu perméables à la pression psychologique. C'est-à-dire, si on vous dit je ne me montre pas le plus rusé, finalement, je suis capable de survivre parce que je sais que même si je ne le montre pas, je suis le plus rusé. Mais chez Google, comme il y a trop de monde, et souvent des jeunes, ils n'ont pas ce blindage psychologique. Et donc, il y en a beaucoup qui craquent à cause de ça. Et en fait, c'est dommage, c'est que ça gâche des potentiels. Et moi, je pense que l'arrêt du programme des 20%, par exemple, a été un drame pour beaucoup de gens qui bossaient chez Google, parce que c'était une soupape de sécurité, un truc sur lequel on pouvait ne pas être jugé, faire des belles réalisations tranquillement dans son coin. Et en arrêtant ce genre de programme, finalement, on met une pression supplémentaire sur tout le monde et il n'y a plus de soupape pour l'évacuer. Voilà. Ouais. Est-ce que tu crois que la prochaine révolution va venir d'un des gros, là, voilà, Amazon, Google, Microsoft Alors, ça dépend ce qu'on appelle révolution. C'est-à-dire que si on parle d'une rupture scientifique, c'est peu probable. Non, de société. De société,
Ça va vraiment dépendre parce qu'il faut voir que il y a des incitations très fortes de la part, par exemple, des responsables de Google, particulièrement de Larry Page, qui sont un peu mégalos, qui veulent changer le monde, qui ont les moyens de le faire et donc qui peuvent imposer à la société des changements qui seront révolutionnaires parce qu'ils modifieront absolument tout. Ça, c'est vrai. Par contre, est-ce que naturellement, est-ce qu'il va y avoir des changements révolutionnaires auxquels il n'y a aucun prémisse actuellement venus de ces sociétés-là? J'en doute. Parce que ça passerait sans doute par justement un truc scientifiquement nouveau. Par contre, des trucs révolutionnaires, il peut y en avoir, puisque quand on voit tout ce que proposent les gens de Google en termes de changement de société, augmentation de la durée de la vie, la voiture qui se conduit toute seule, le truc, le machin, le bidule, enfin il y a 12 000 trucs. N'importe lequel de ces trucs qui se met en place, c'est un changement révolutionnaire dans la société. Est-ce qu'ils pourront devenir autre chose qu'un moteur de recherche? Est-ce que Facebook peut devenir autre chose qu'un réseau social? Est-ce que Facebook peut devenir autre chose? Non. Est-ce que Google peut devenir autre chose? Peut-être. Parce que moi, je suis à peu près sûr que Google peut pas devenir un réseau social. Ah, ça, c'est. Ça serait bon. Après, les pros Google Non, mais par tout ce qu'ils exemple, veulent, mais bon, bref. est-ce que Google peut à terme devenir le plus gros opérateur de transport public au monde? Peut-être, avec une voiture qui se construit toute seule et pilotée, monitorée à distance par un truc Google. Ça, pourquoi pas? Ouais, Et c'est une autre industrie. ouais, ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a diverses lois et la concurrence qui fait que les choses ont changé. Parce qu'on oublie un truc, hein, enfin, quand on parle de Google, on dit Google n'a pas de concurrent ou lamine la concurrence. En fait, Google lamine pas la concurrence. Google n'a pas de concurrence. Dans les moteurs de recherche, il y a Yahoo, voilà. Bing, c'est pas un concurrent de Google, puisque Microsoft ne veut surtout pas affronter frontalement Google. Donc Bing, c'est un jouet pour dire qu'on Ouais, mais existe. Yahoo, c'est un portail, c'est pas. Et Yahoo, c'est un portail. Donc voilà, donc c'est réglé, il n'y a pas d'autre moteur. Microsoft n'a pas vraiment de concurrence sur sa ligne de marché, etc., etc. Si demain Google dit on se lance dans la voiture, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a une concurrence, une vraie, et il y a des gens en face qui ne voudront pas d'eux, Ouais. et qui ont des moyens au moins aussi forts, et une autre tradition de comment on fait la guerre à ses concurrents. Et je pense que là, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc il y a un problème. Donc, rentrer sur un marché de manière révolutionnaire, sur un marché qui correspond à un besoin déjà existant, c'est compliqué pour Google, je pense. Sur un truc qui serait nouveau, par contre, c'est peut-être faisable. Combien de gens savent que leur téléphone Android est géré par Google, quoi? Je pense la plupart, non? Tu crois? Je sais pas. Ah, il y avait le truc. Attends, il y avait une blague. C'était donc le mari geek qui demande à sa femme, tu préfères iOS ou Android? iOS ou Android, c'est quoi? Bah, c'est le système d'exploitation de ton téléphone. Le quoi? Oui, oui, bah oui. Système d'exploitation, iOS, Android, je veux dire, voilà quoi. Non, non, c'est vrai. Tu penses en Ouais. super geek là. Ouais, non, je sais pas. Et c'est vrai que est-ce qu'ils pourront aller au-delà? Je pense qu'ils veulent sincèrement aller au-delà. Ils veulent vraiment changer. Ils veulent switcher vers d'autres types d'industries ou de secteurs économiques. Par contre, je sais pas. Après, les envies et les besoins de chacun des, des maîtres à penser de Google sont différents, je pense aussi. Alors, je ne suis pas dans leur psychologie personnelle, mais je pense que Page et Brie n'ont pas du tout les mêmes objectifs dans la vie. C'est clair, ouais. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui veut vraiment changer le monde, et étonnamment, c'est plutôt Larry Page, je pense. Et disons imposer quelque chose au monde, et je pense que Sergey Brin, lui, il veut juste s'amuser. Ils ont. Le seul danger de Google, c'est ça, c'est peut-être cette mégalomanie qui peut les amener à commettre des erreurs. Parce qu'il y a un truc qu'on sait. Peut-être, enfin, je sais pas si tout le monde le sait, moi je l'ai étudié à l'université, mais les fameuses 100 familles américaines, c'est vraiment eux voilà, qui décident qui sera président, qui. Et les new money comme Google, ok, bon, ils les laissent faire. D'ailleurs, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que c'est que le web, hein. Je parle des grandes familles, c'est-à-dire les Mellon, les Carnegie, et tout ça, quoi, ceux qui ont fondé le pays. Mais ils sont capables de te faire sauter comme. Enfin, voilà, dès que tu commences à faire un petit peu trop d'ombre, être un peu trop visible, à les déranger, et comme tu dis, la voiture, par exemple, là, c'est tenu par les sans-familles, cette industrie-là. Ouais, Faut pas aller trop loin, parce qu'ils sont extrêmement puissants, hein. Tu t'attaques le transport et l'énergie, c'est des industries fortes, on va dire. et puis ancestral, quoi. Ouais, non, c'est eux qui tiennent le pays. Mais bon, bref, on va pas faire ni politique ni religion dans les podcasts. C'est ça. Alors, dis donc qu'on a
1 heure là. Ouais, hein, 1 heure, il est temps d'aller dîner pour toi. c'est ça. Ok, bah, écoute. Donc, on a fêté le 2e anniversaire du podcast. On se reverra de toute façon en avril. C'est avril ou mars le SO Campus? Je crois que c'est mars. Je crois que c'est le 13 et 14 mars, il me semble. Moi, il faut que je me fasse une deuxième session là, du Perronnet Show pour bien comprendre. On a besoin des fois d'un deuxième couche. Ouais, Je crois je pense que, que tu vas commencer à avoir des deuxièmes je couches pense que bientôt. tout le monde devrait venir une deuxième fois. Et en tout cas, ben, bravo pour ce. Et puis je vois, ouais, enfin, bravo pour la performance. Honnêtement, moi j'ai fait là 2 jours de conf à Genève d'affilée. Moi, je me suis dit, attends, si Sylvain Perronnet peut faire 2 jours, moi je peux faire 2 jours, quoi. Mais je me serais pas vu faire enfin, voilà, aller en classe à 9 h le lendemain. Impossible. Ah, ouais. Ouais, c'est l'habitude, hein, surtout. Non, non, mais chapeau, respect. Si. Respect, respect. Et écoute, peut-être qu'on fera un autre. De toute façon, on va faire un autre podcast pour l'étude Westpam. Mm. Mais de toute manière, si on n'a pas d'autre avant, bah, ça sera l'an prochain, le 20 décembre, pour le 3e anniversaire du podcast. Super, merci. Merci Sylvain. Ciao. Merci Laurent, salut.